sur Facebook Live. Donc d'ailleurs, si certains d'entre vous veulent revoir cette table ronde, vous pourrez aller sur le Facebook La Cuisine du Web, sur lequel vous retrouverez toutes les vidéos. Cette table ronde est la troisième de série qu'on a intitulée Parcours d'entrepreneur, qui est en fait des échanges et des expériences, des témoignages avec des professionnels et des entrepreneurs sur qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on lance son entreprise et bien sûr le corollaire, les bons conseils sur le lancement de son entreprise, voire les premières étapes de son développement. Donc la première table ronde s'intitulait Comment planter sa boîte, la deuxième Comment lancer sa boîte sans aron, et cette troisième, statut et associé, comment partir avec un boulet au pied. Alors en petite introduction, je vais vous présenter les différents intervenants. Si ça veut bien marcher, hop là, voilà. Donc vous avez Marion Le Marchand, qui est avocate en droit des affaires, très spécialisée sur le segment des startups et ensuite leur accompagnement dans leur développement. Vincent Mendes, qui est un des cofondateurs d'Entrop, et nous expliquera un petit peu plus ce que fait Entrop et pourquoi il est là aujourd'hui. Sylvain Tillon, assez connu aujourd'hui par ses nombreuses publications et puis également l'entreprise, la start-up qu'il dirige, Tilki. Il nous expliquera un petit peu plus aussi son parcours qui a été avec plusieurs entreprises et aujourd'hui ce que fait Tilki. Et puis Florence Bonhomme, associée expert comptable d'Inextenso. Donc voilà, on travaille ensemble puisque moi-même je suis responsable du département création et reprise d'entreprise dans le groupe d'Extenso. Alors, on va faire une petite mention spéciale à Sylvain quand même pour vous annoncer la sortie de son dernier ouvrage. C'était quand, Sylvain? C'était 5 avril, il sort dans une semaine. Ah, il sort dans une semaine, donc voilà. Acceptez-vous de prendre pour associé, donc ça tombait très bien, on ne s'est pas concerté sur le sujet, j'avais programmé la table ronde sans savoir la sortie du livre de Sylvain, mais voilà, vous pourrez vous enrichir encore plus de bons conseils en achetant son livre, début avril. Très rapidement, je présente notre groupe et puis qui je suis, parce que j'y reviendrai pas forcément après. Inextenso, c'est un groupe d'expertise comptable de dimension nationale, qui est aujourd'hui composé de 220 agences réparties partout en France, avec 4700 collaborateurs. Mais nous sommes organisés en région et donc avec des structures et des pôles à taille humaine. Donc nous sommes tous dans des entreprises, on va dire de 150 à 200 personnes, qui nous permettent d'avoir vraiment une relation de proximité avec nos clients. Nous intervenons sur toutes les étapes de la vie de l'entreprise, depuis la création, le pôle dont je m'occupe, jusqu'à la cession, en passant par la gestion au quotidien, la fiscalité, la gestion sociale, et puis toutes les étapes de transmission. Et puis quelques actes juridiques, mais ce n'est pas notre principal pôle. Pourquoi un service dédié à la création d'entreprise? Nous sommes on va dire le seul cabinet d'expertise comptable aujourd'hui à avoir un service dédié avec une équipe spécialisée sur la création d'entreprise. Pourquoi? Parce que si vous êtes là, peut-être vous avez connu cette étape-là et vous savez qu'il y a tout un écosystème autour de la création d'entreprise, des dispositifs spécifiques, le pôle emploi aussi qui est dans ces moments-là, on va dire, une aide potentielle. Et c'est vrai que ça devient une affaire de spécialistes. Et d'avoir des gens dédiés, ça permet d'avoir une très bonne connaissance de l'écosystème, des personnes à aller voir et des dispositifs auxquels vous seriez éventuellement éligible pour ne pas perdre de temps à faire des démarches inutiles et tout de suite aller voir les bonnes personnes. C'est aussi une équipe réactive et disponible puisque nous n'avons pas de portefeuille client en tant que tel. Donc nous pouvons aller à la vitesse de développement des créateurs qui sont des fois, on va dire, sans beaucoup d'avancées pendant quelques mois et puis d'un seul coup, tout se précipite, donc il faut pouvoir les suivre. Un interlocuteur unique pour pouvoir avoir une vision globale. Un conseil personnalisé, puisque chaque porteur de projet est différent. Et c'est d'un engagement de long terme, puisque notre objectif chez Inextenso, c'est de vous avoir en tant que client le plus longtemps possible.
Donc toute la trésorerie qu'on va pouvoir vous aider à garder dans votre entreprise, tout le développement que vous pourrez avoir, bah, ça nous permettra de vous avoir comme client le plus longtemps possible. Donc on fait tout pour vous aider dans cette phase très critique de la création d'entreprise. Les étapes sur lesquelles nous intervenons, voilà, pour ceux qui connaissent les démarches de création d'entreprise, c'est le cheminement classique entre l'adéquation de projet, la phase de construction, la stratégie. Nous intervenons beaucoup sur le prévisionnel financier, le choix du statut juridique dont on va parler ici, et puis surtout la rédaction du business plan et la recherche de financement. Voilà, je vous ai indiqué rapidement toutes les étapes, pardon, toutes les agences où vous pouvez nous retrouver, pour ceux qui reviendraient, qui seraient dans une autre région ultérieurement. Bon, là, c'est les autres événements, mais je préfère vous remettre, voilà, les intervenants. Pour ceux qui, sur Facebook, nous rejoignent en cours, au moins, sauront qui est qui. Bien. Après cette petite présentation, je vais juste introduire le sujet. C'est vrai qu'on a choisi ce thème parce que moi, je suis partie du constat que j'avais quand même beaucoup de créateurs qui venaient me voir pour des problématiques autour du choix du statut et de l'association. Donc c'est un vrai sujet sur lequel les intervenants qui sont là voilà, sont aussi sollicités très souvent. Alors les questions sont multiples, hein. Est-ce que je dois commencer en micro-entreprise et puis après pouvoir changer de statut si je me développe? Est-ce que je dois tout de suite associer un de mes salariés clés à l'entreprise et à la société? Alors, bref, tout un tas d'interrogations qui varient en fonction des personnes et puis des secteurs d'activité. Et finalement, moi je dis, il n'y a pas forcément une solution, une bonne réponse. Il y a des choses sur lesquelles, j'essaye de trouver la bonne distance. Il y a des choses sur lesquelles, en création d'entreprise, on a des réponses bien tranchées. Là, je pense que chacun d'entre vous pourra prendre tous ces retours d'expérience et tous ces témoignages pour se forger son opinion par rapport à sa propre situation. Parce qu'aussi bien, on a des critères très objectifs, mais chacun a des critères aussi subjectifs qui vont les orienter vers l'un ou l'autre des choix qui s'offrent à lui. Alors d'abord, maintenant que je me suis présentée, Marion, toi qui es spécialisée dans l'innovation et les startups, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais en tant qu'avocate? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Super. Donc bonjour à tous, donc, je suis Marion Lemarchand, moi je suis avocate dans le domaine des nouvelles technologies et l'innovation. Donc aujourd'hui ça veut tout dire et pas dire grand chose. Ce qu'il faut retenir en fait par rapport à moi, mon exercice, c'est que j'accompagne les porteurs de projets innovants, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit la maturité du projet, sur les étapes clés qui les intéressent d'un point de vue juridique et stratégique. Donc ça passe effectivement de l'antécréation avec les premières réunions sur est-ce que c'est le moment de créer une société, comment on crée, avec qui je crée, etc. Sur également la formalisation du pacte d'actionnaires, puisqu'on va en parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez important dans le cadre de la thématique, et tout au long de la vie de la société, puisque ma vocation, elle est vraiment sur un fil rouge d'accompagnement long terme, avec ensuite les besoins de suivi juridique et de croissance externe, puisque après, qui dit innovant, dit forcément une recherche de financement externe ou interne, mais en tout état de cause, une recherche de fonds. Ça passe aussi sur les contrats, puisque c'est quelque chose qui est important, puisque le pacte est lui-même un contrat, on va y venir, et sur effectivement après les enjeux de valorisation des actifs, sur la propriété intellectuelle et industrielle. Bien. On va continuer par les femmes. Florence Voilà. Alors bonjour à tous, Florence Bonhomme, donc je suis expert comptable et je travaille avec Leslie. Je ne vais pas vous refaire toute la description du cabinet d'expertise comptable, on est là pour vous accompagner au quotidien et comme pour Marion, avant la création et après la cessation d'activité pour vente ou parce qu'on a cessé notre activité de manière générale. On accompagne plus au niveau des chiffres qu'au niveau des textes. Ceci étant dit, les chiffres, ce n'est qu'une interprétation en nombre de ce qui est dit littéralement. Donc, on doit échanger avec vous. On communique énormément avec vous pour pouvoir vous diriger, vous aider dans la construction de votre projet, dans le fait de mener à bien votre projet pour essayer d'éviter
des pièges dans lesquels tous à un moment ou à un autre on est susceptible de tomber. Donc on est là, on est un conseil au quotidien pour vous accompagner. Oui, et au-delà de ça, tu as suivi et tu suis encore de nombreux entrepreneurs. Donc tu as suivi de merveilleuses aventures, des parcours plus malheureux. Donc tu as aussi, on en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est l'expérience qu'on peut avoir chacun dans notre métier qui nous permet de nous dire attention, ça, quelqu'un a déjà essayé, ça s'est pas bien passé. En revanche, ça, quelqu'un a essayé, ça peut bien se passer, mais attention, c'est pas parce que ça a bien marché chez quelqu'un que ça marchera bien chez un autre. Tout dépend de la volonté que vous avez, de ce que vous voulez mettre en énergie, en argent, en idées, etc. dans vos projets. Et ça, c'est en communiquant avec des personnes comme Marion, comme moi, et comme des entrepreneurs déjà sur le marché, que vous arriverez à vous faire votre idée et qui ne sera que la vôtre. Et la vôtre sera la bonne, mais ce ne sera pas forcément la bonne pour celle des autres. Ouais. Tout à fait. Vincent, alors Entrep, voilà, était directement lié au cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est, ce que fait Entrep et qui tu es aussi, bien sûr? Oui, bien sûr. Bonjour. Du coup, moi, je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas de métier. Je suis entrepreneur. Et Entrep va bientôt souffler ses 4 bougies. En fait, à l'heure où toutes les entreprises se transforment, quelle que soit leur taille, leur marché, leur secteur, il y a un constat, c'est que la clé de voûte de toutes ces transformations, c'est le travail en équipe. Et c'est le constat sur le terrain, c'est que le travail en équipe c'est compliqué, que le 1 plus 1 égale 3, c'est pas toujours le cas dans toutes les équipes. Elles ont du mal à interagir efficacement, et donc en fait on a développé une solution, un Smart Assistant de collaboration et d'efficacité d'équipe, qui permet notamment de préparer ces réunions, d'avoir des réunions plus courtes, plus efficaces, moins nombreuses, etc., de s'aligner sur des objectifs en tant qu'équipe, en fonction des valeurs, des personnalités, etc. Et en fait, donc, ce que disait Leslie là, c'est que, pour la petite histoire, on a commencé sur un type d'équipe un peu particulier, c'est les équipes d'associés. Donc il y a 3 ans, on a lancé un serious game que Sylvain a expérimenté d'ailleurs, qui est assez long, qui dure 1h30 et qui permet d'évaluer l'adéquation des valeurs, des visions, des personnalités des différents associés. Alors pas pour que ça soit un critère de go-no-go, associez-vous, ne vous associez pas, mais pour comprendre quelles sont les différences entre vous et comment en faire des forces et non pas des zones de friction. Ce constat, il est arrivé, on s'est beaucoup planté sur Entrep et notre premier produit, c'était une sorte de Tinder de l'entrepreneuriat en fait, hein. C'était une plateforme de matching qui matchait des associés potentiels en fonction de la complémentarité des compétences. Donc moi je fais du dev, je veux chercher un commercial, etc. Et en fait on s'est rendu compte que les vraies success stories, ou au contraire les histoires compliquées d'associés, n'étaient pas dues à des problématiques de compétences, mais à des problématiques beaucoup plus humaines, parfois un peu intangibles, ésotériques, comme les valeurs, les visions, les personnalités, etc. Et donc on a lancé cette solution il y a 3 ans, et qui est utilisée autant par des entrepreneurs plutôt avec un petit peu d'expérience, parce que très conscients de la problématique, et que des fonds d'investissement qui l'utilisent pour auditer des équipes en phase de due diligence avant d'investir. Très bien. Et donc, Sylvain, voilà, toi, alors, tu as fondé déjà plusieurs entreprises, hein, tu es multi-entrepreneur, donc rapidement, les différentes entreprises, et puis aujourd'hui, voilà, le Tilki, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait Tilki? 3 entreprises, la première il y a 15 ans qui s'est terminée au tribunal avec un procès des dettes. 3 divorces d'associés, pour l'instant. Enfin, pas encore. 3 divorces pro, ouais, déjà. Et Tilki aujourd'hui un logiciel commercial, enfin non, même pas, un logiciel qui met des trackers dans vos documents qui sont invisibles et légaux, qui vous permettent de savoir ce qui est fait de vos docs. Au PDF vous envoyez, que ce soit un CV, une offre commerciale, une plaquette, un livre blanc, une doc interne et vous voulez savoir si c'est lu ou pas, ou un programme d'un candidat à l'élection présidentielle. On peut traquer pour comprendre comment les gens disent et ce qui les intéresse vraiment dedans. Ça c'est pour Tilki. Pour revenir sur ce que Vincent a dit, génial cet outil, assez dingue, avec plein de questions qu'on se pose trop peu au démarrage. Dans les exemples qui m'avaient marqué, vous devez citer la boîte qui vous fait rêver au tout début. Il y a 3-4 questions comme ça qui vont permettre de remplir les trous. Et on vous dit que la boîte qui vous fait rêver vous propose un poste à 100 000 € par an. Là, pendant 3 mois, et vous devez quitter votre boîte que vous venez de créer avec votre associé. Qu'est-ce que vous faites?
Et je trouve la question très intéressante parce qu'on n'est pas tous autant impliqués dans sa création de boîte. Et que parfois, quand on a le job rêvé, on est prêt à lâcher, sauf que l'autre n'est pas prêt à lâcher et que lui a tout mis dessus et qu'il n'a pas le choix. Une autre question qui était, cette boîte-là d'ailleurs vous propose de faire un salon avec elle, et donc vous, c'est une énorme source de business potentiel. Mais bon, elle vous demande de faire un stand de dingue, et elle vous dit, comme idée, je vous propose un aquarium. Sauf que pour ceux qui connaissent l'aquariophilie, les poissons, en plus je suis fan, il faut que l'aquarium tourne 3 semaines, entre 3 semaines et 1 mois avant de pouvoir mettre des poissons. Sauf que là, vous n'avez pas le temps, le salon c'est après-demain. Donc les poissons que vous allez mettre dedans vont mourir 3 jours après le salon. Est-ce que vous le faites ou pas? Sachant que c'est des beaux poissons. Bon, là, a priori, je pense que les gens disent oui. Bon, corsons le truc. Maintenant, on vous demande des oiseaux. Et pareil, à la fin, ils meurent. Est-ce que vous le faites? Et c'est vrai que ça vous permet de découvrir votre associé, de voir quels sont ces sujets de friction que vous pouvez avoir avec lui, mais qui sont sur les choses très bêtes du quotidien. Donc moi, je serais plutôt le témoin de toutes les merdes du quotidien qu'on oublie parfois dans les pactes, mais qui peuvent vous faire planter votre association. Très bien. Alors, non, mais merci pour l'illustration et bon, voilà, c'est ça, tu vas devenir commercial d'entreprise. Bon, alors, avant de rentrer dans le fond du sujet, justement, sur ces aspects beaucoup plus subjectifs, il y a quelques définitions, parce que les statuts, finalement, est-ce que tous, vous savez exactement de quoi on parle quand on parle des statuts, et encore plus quand on parle du pacte d'associés. Très souvent, les gens ne savent pas bien, forcément, faire la différence. Qu'est-ce qu'on met dans les uns, qu'est-ce qu'on met dans les autres. Donc là, je reviens vers Marion, dont c'est le job, pour nous apporter les définitions et surtout bien nous expliquer les différences. Donc c'est la minute définition. Hein. Voilà. Il n'y en aura pas énormément sur ce temps, mais effectivement, alors une fois que vous avez utilisé l'outil EntreUp avec votre futur associé, ou vos futurs associés, une fois que vous êtes allé voir Florence pour les aspects expertise comptable, bien là, la question va se poser effectivement de la formalisation et de la concrétisation de votre projet par la création de la structure. Donc on va déterminer effectivement la forme juridique de la société la plus adaptée à votre projet, en fonction de si jamais il y a une activité stable, si jamais il y a une vraie innovation qui va nécessiter un besoin d'entrée et de sortie de capital de certains investisseurs, s'il va y avoir des droits qui sont privilégiés, etc. Une fois qu'on a retenu la forme, de toute façon, en société commerciale, qu'on part sur une SARL, c'est une société à responsabilité limitée, ou une SAS, c'est une société par action simplifiée, qui sont à peu près les deux types usuels de structures quand on a un projet commercial. Après, il y a d'autres types de structures, mais on va rester sur celle-ci pour plus de facilité. Et bien là, vous avez deux supports. Vous avez les statuts, qui en fait sont la Bible de votre structure. C'est-à-dire que les statuts vont gouverner et vont régir la vie de la société. Donc on va y retrouver les mentions obligatoires qu'on retrouve dans n'importe quelle structure, à savoir la dénomination sociale, l'objet social, le siège social, le montant du capital. Si on est en SARL, on va avoir l'actionnariat visible, et puis tout un tas de règles qui vont réglementer la vie de l'entreprise, donc que sont la présidence, la direction générale ou la gérance en SARL, les assemblées générales, comment ça se passe, comment c'est convoqué, quels sont les procès-verbaux, les exercices sociaux, etc., etc. Donc sur les statuts, on reste complètement et intégralement sur la vie de la société. Ensuite, on va avoir, ou non, puisqu'il faut le rappeler, le pacte n'est pas obligatoire. Le seul élément obligatoire reste les statuts, la question du pacte d'actionnaire qui va se poser. Et là, on est complètement différent par rapport au statut, puisque le pacte, c'est un contrat. Ça veut dire que le contrat, par différenciation avec les statuts, n'est pas déposé au greffe, donc il n'est pas public, il reste confidentiel. Et ce document-là, il a uniquement vocation, enfin, pas uniquement, mais en tout cas principalement vocation pour régir les relations entre associés, voire les relations d'associés envers la structure, hein, notamment sur les clauses de cession de propriété intellectuelle et industrielle, etc., les engagements de confidentialité ou autres. Donc là, on est sur deux supports distincts, et ce pacte, c'est vraiment votre gentleman agreement, le document qui va vous servir de support entre vous, pour vous, par vous. Alors, deux petites subtilités. La première, c'est que généralement, on a deux supports distincts, statut dans un premier temps et puis pacte. Il peut arriver, puisque c'est possible, que les dispositions du pacte soient intégrées au statut. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce que les statuts qui sont déposés au greffe revêtent ce qu'on appelle la force exécutoire, c'est-à-dire qu'on peut les faire exécuter en justice.
Le fait de mettre des dispositions du pacte dans les statuts quand il n'y a pas d'enjeu de confidentialité, eh bien ça permet le jour où l'un d'entre les associés ne respecte pas les règles du jeu, de pouvoir aller en justice et faire activer l'exécution forcée. On est bien d'accord qu'en pratique ça ne se passe jamais comme ça, mais théoriquement c'est la raison pour laquelle on peut inclure des dispositions du pacte dans les statuts. Et le deuxième sujet, c'est que généralement, quand on est à la création de l'entreprise, il faut adapter le support qui convient, donc là de savoir pacte, pas pacte, dispositions pactuelles dans les statuts ou pas. Mais lorsqu'on intègre des personnes un petit peu plus averties, donc que ce soit des business angels, des fonds d'investissement, on va y revenir aussi, je pense, dans ce meet-up, là on a plutôt des volontés en fait, de tiers qu'il va falloir intégrer dans le cadre même des supports contractuels de départ. Donc après, c'est une structuration qui est un petit peu plus distincte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces définitions ? Il y aura une petite partie question-réponse, hein, si ce n'est pas tout à fait suffisamment clair. Et dans le pacte, on va retrouver des clauses qui ne sont pas du tout les mêmes que celles dans les statuts, que peuvent l'être par exemple des clauses de sortie des associés du projet, des clauses de liquidité, des clauses de propriété intellectuelle et industrielle, des clauses de qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu, etc. etc. Bon, je pense qu'on va y revenir largement. Florence, alors on consulte aussi beaucoup l'expert comptable en dehors de l'avocat pour sa démarche, sa réflexion autour du choix du statut. Donc je disais, voilà, est-ce que je commence en micro et puis après je change de statut si je me développe. Pour toi, quelle est la bonne réflexion et la démarche à avoir? Parce qu'il y a les statuts quand on crée une société, puis il y a le statut juridique qui est aussi qui concerne l'entreprise individuelle, le IRL, et qui ne sont pas des formes sociétaires. Pour toi, quelle est la bonne démarche dans la réflexion? Alors là, on ne va pas faire tout un cours juridique, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la phrase de Leslie est très bonne. Il y a les statuts et il y a vos statuts. Donc, toutes les personnes ici ne vont pas forcément avoir les mêmes statuts. Pourquoi? Il y aura une structure globale qui sera la même, parce que c'est légal, on aura. Mais il pourrait y avoir des particularités pour chacun, parce que tout dépend de ce que vous voulez faire de votre société, comment vous voulez la mener, où vous voulez la mener, avec qui vous voulez la mener. Donc, quel est le bon choix? J'en sais rien. Ce sera votre choix. Par contre, ce choix, on pourra le faire ensemble, on pourra vous accompagner à faire le bon choix en fonction de là où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez avoir 75 associés? Est-ce que vous voulez être seul chez vous? Déjà, ça, c'est important. Moi, j'ai envie d'être mon propre patron et n'avoir de compte à rendre à personne. Si déjà, vous voulez être seul chez vous, vous n'avez pas 75 possibilités en termes de statut. Vous en avez déjà pas mal, mais vous n'en avez pas 75. Donc, quelle est la bonne solution? Ce sera la vôtre. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions. Et là, on est là pour vous accompagner, nous en tant qu'expert comptable, ou Marion en tant qu'avocate, pour vous faire poser les bonnes questions et vous dire quelle est votre priorité aussi. Est-ce que votre priorité, c'est lever des fonds? Est-ce que votre priorité, c'est d'innover? Est-ce que votre priorité, c'est d'être tranquille chez vous? Est-ce que votre priorité, c'est d'exécuter un rêve? Il y a plein de possibilités différentes. Donc, quelle est la bonne réflexion à avoir? Quelle est la bonne démarche à avoir? Je suis dans le sujet, là? Oui. Bon, ça va. Quelle est la bonne démarche à avoir? C'est déjà être honnête avec vous-même. Je pense que tu disais tout à l'heure que s'associer, c'est pas qu'une question de complémentarité technique, mais c'est surtout une question aussi de feeling. Et ben, il y a aussi du feeling vis-à-vis de vous-même. Être honnête avec vous-même, où vous voulez aller et quels sont les sacrifices que vous allez faire. Parce qu'en étant entrepreneur, à un moment, on fait des sacrifices. Il faut se le dire, tout n'est pas toujours tout rose. Je crois savoir, enfin de l'expérience que j'ai pu avoir, tout n'est pas toujours tout rose. Il faut juste savoir pourquoi on fait ces sacrifices-là. Donc, quelle est la démarche à avoir? Se poser les bonnes questions, être honnête avec nous-mêmes, et puis peut-être se mettre en danger sur un certain nombre de choses. Mais ces statuts, on arrivera à les adapter en fonction de vos desiderata, et surtout les pactes d'associés qui nous permettront d'avoir, entre guillemets, une souplesse, mais aussi une structure pour définir les contours et prendre des risques mesurés. Oui, je dis souvent qu'effectivement, le choix du statut juridique, ce n'est qu'un cadre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut avec le juridique, il faut plutôt savoir ce qu'on veut faire, et après, on met, on va dire, l'emballage juridique qui va bien.
Bon, Sylvain, toi, donc, ce livre, hein, comment acceptez-vous de prendre pour associé, tu viens d'écrire, pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre, hein, puisque le premier c'était 100 conseils pratiques, voilà, est-ce que finalement les experts comptables et les avocats ne donnent pas de bons conseils? Bah non, évidemment, sinon je ne pas avec les bouquins. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne connaissais pas Marion avant de venir ici, donc du coup, le bénéfice du doute. Non, première chose, statut, c'est vous choisissez si vous voulez une maison, un appartement et combien de pièces dedans, sachant que les cloisons peuvent se casser, donc on peut quand même faire vivre sa boîte, mais en gros, c'est la structure dans laquelle vous allez bosser. Le pacte, c'est votre contrat de mariage ou votre contrat de Pacs, sachant que vous avez à peu près les mêmes stats, je pense, que dans un mariage, vous avez 2 tiers de chances de vous séparer de vos associés, un jour. Il y a 2 types de pactes à connaître, le pacte entre associés et fondateurs, comme tu vas avoir toi avec tes premiers associés, et le pacte avec ses investisseurs. Moi, celui qui m'intéresse plus, c'est avec ses associés fondateurs. Parce qu'en fait, c'est celui qu'on ne fait pas. Parce que quand on crée sa boîte, tout est génial, c'est trop bien, on s'éclate, on est dans la phase d'euphorie, et on n'imagine pas qu'on peut se séparer. Pourtant, aujourd'hui, quand même, dans le mariage, on commence à savoir qu'il faut faire un contrat, surtout quand on crée sa boîte pour éviter de mettre l'autre en danger aussi, ou pour éviter de lui donner sa boîte le jour où on se sépare. Entre associés, c'est à peu près pareil. C'est prévoir tout ce qui peut mal se passer, et le fait d'en parler va vous éviter souvent de le vivre. Et ou en tout cas, si ça se passe, au moins ça a été écrit et prévu, et vous savez comment vous séparer proprement. Parce qu'effectivement, moi, le premier associé dont je me suis séparé, on avait créé la boîte 4 mois avant, on n'avait pas encore de produits, pas encore de fournisseurs, pas encore de clients, mais on avait déposé un brevet sur une idée de bijoux pour cheveux, avec un beau business plan qui avait gagné tous les concours possibles, imaginables. On avait créé chacun avec 7 500 € de capital. Et quand on s'est séparés 4 mois après, il m'a demandé 150 000 pour quitter la boîte. Évidemment, on n'avait rien écrit. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de chiffres. Personne n'a raison. Moi, je lui dis, ça vaut rien, on n'a pas de clients. Il m'a répondu, bah si, regarde nos prévisions. Une startup vaut 0 potentiellement. Enfin, toutes vos boîtes valent 0 tant qu'il n'y a pas des clients, tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Pour autant, les investisseurs sont prêts à mettre 1 million d'euros sur votre boîte et vous disent qu'elle valent 3 ou 4 millions. Donc qui a raison là-dedans et comment on se sépare? Et c'est pas normal de donner 0 à celui qui a investi 7 500 et 4 mois de son temps. Pour autant, moi je trouvais ça pas normal de lui donner 150 000. Ce qui fait que j'avais trouvé un super avocat, enfin moi c'est ma définition de super avocat qui était un peu pourri, et qui pour 12 000 € coulait la boîte, me faisait récupérer le brevet et expulsait l'autre associé pour 0 €. Je trouvais ça très très bien comme solution, donc j'ai proposé ça à Vincent à l'époque. En disant je t'enculerai à sec avec les graviers et tout. Ou moins, un peu moins que 12 000 dans ce cas je suis rationnel, hein, je suis prêt à prendre moins que 12 000. Il est parti avec 10 au final, sauf que nos copains à l'époque, il y avait les pro Vincent et moi, parce qu'ils ont tous trouvé que j'étais un enfoiré, ce que je peux entendre. Mais Vincent, ça fait malheureusement 15 ans que je l'ai pas vu, alors que c'était un super pote qu'on était partis en vacances ensemble et que j'aurais préféré que l'amitié continue. Et ça n'a pas été possible vu les relations qu'on n'avait pas pu ou pas su encadrer avant. Donc le bouquin vient de là, en fait, c'est toutes ces histoires, tous ces foirages, toutes ces erreurs perso et toutes les erreurs de copains que j'ai pu voir autour, sur des choses du quotidien. Bon là, sur la valorisation d'une boîte, c'est assez simple, normalement, ça l'avocat, c'est très très bien faire. Mais j'ai déjà vu une boîte s'entre-déchirer sur une question de vacances. Parce que quand on est gérant, travailleur non salarié, on a autant de vacances qu'on veut, comme on n'a pas de vacances non plus, vu qu'on n'est pas payé pour un contrat de travail pour 35 heures par semaine. Dans une boîte, il y avait un des deux qui voulait prendre 6 semaines par an parce qu'il avait une vie perso et qui voulait aussi s'aérer l'esprit. L'autre lui a dit, bah non, elles seront pas payées. Je me suis dit, bah ça t'es con, on se paye déjà pas grand chose. Et dans ce cas, moi je crée notre boîte pendant les 6 semaines où t'es pas là. Bah non, on est exclusif. Et comme ils n'avaient rien écrit, ils ont réussi à péter leur boîte à cause d'une connerie de vacances qu'ils n'avaient pas anticipé, quoi. Qui s'étaient pas mis d'accord sur est-ce que les 6 semaines sont payées ou pas et comment, ou est-ce que c'est doublement payé pour celui qui reste. Mais c'est bête. Mais je vous assure qu'on peut ne pas être d'accord sur des choses aussi simples que ça. Ou une autre boîte sur les frais kilométriques. Attends, Sylvain. Je te coupe un peu, je vais te garder du temps, sinon on va pas y arriver. Je sais que tu es très prolixe, donc voilà. Mais je te redonnerai la parole, c'est promis. Vincent, alors vous, en créant Autre finalement, comment vous avez eu votre démarche, voilà, création des statuts, réflexion autour du pacte, parce que alors là, pour le coup, vous étiez directement quand même concerné par le sujet. Quelle a été votre démarche? Alors, je vais perpétuer ton discours et continuer en filant le truc. Alors,
Notre démarche, elle était empreinte de naïveté, de jeunesse, et voilà, comme les premières histoires d'amour qu'on peut connaître dans d'autres registres. Je voudrais juste rebondir là-dessus, parce que Sylvain a ouvert la métaphore rapidement là-dessus, mais c'est vraiment important parce que dans une relation de couple, par exemple, le sujet des enfants, on sait de plus en plus que c'est un sujet important et les couples en parlent aujourd'hui. Parce que bon, on peut très bien se dire ouais, on aime les enfants, c'est super, et puis il y en a un qui veut un enfant dans 10 ans et l'autre qui en veut 4 et qui veut s'y coller dans 6 mois. Mais on n'en a pas parlé encore. Et puis là, la frustration avait commencé à monter. On sait que ça, c'est un sujet. Du coup, aujourd'hui, les couples, on voit le sujet comme c'est pas un sujet tabou aujourd'hui de parler des enfants dans un couple. Dans une relation d'associés, il y a plein de sujets tabous en fait, comme parler des enfants il y a 20 ans en couple, quoi. Et le fait d'en parler dès maintenant, dès le début, ça permet simplement de désamorcer ces choses-là, parce que les écarts, les différences ne sont pas des no-go, ce sont juste des choses auxquelles il va falloir réfléchir et trouver des actions derrière à mettre en place. Pour en ce qui a trait à Entrep, en fait, on est 3 associés. Il y en a l'un des 3, l'un des 2 autres, c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis toujours. Nos pères étaient potes au lycée, donc on se connaissait avant de naître. Et du coup, alors là-dessus, voilà, c'est un sujet. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas s'associer avec ses potes, d'autres oui, etc. Nous, on l'a fait en tout cas. Mais on l'a fait avec beaucoup de prudence, en y allant étape par étape. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas dit on quitte tout du jour au lendemain et on travaille ensemble. Non, en fait, on a déjà essayé de valider quelques étapes, quelques jalons sur le projet avant d'entamer des sacrifices assez forts de part et d'autre. Et c'est pareil pour le troisième associé. Donc pour vous expliquer un petit peu ça, Thomas, donc mon ami d'enfance, il était dans un truc très carriériste chez Orange, avec un beau poste, avec une belle rému, avec des belles promesses demain, etc. Donc il a dû tout quitter, et alors sans rupture conventionnelle, sans rien. C'était un départ brut. Donc il y avait une grosse part de sacrifice derrière. Et puis le troisième, Jean-Baptiste, lui c'est le CTO, il s'occupe du produit. Et ben en fait, comment on s'est associés ensemble, c'est que en fait, je me suis endetté. Simplement, j'ai vendu ma voiture, donc j'avais 12 000 € sur mon compte, ce qui était assez hallucinant. Mais en fait, ça a permis de payer Jean-Baptiste en prestation pendant 6 mois. Et en fait, on s'est dit, ok, l'objectif c'est de s'associer, mais on va déjà apprendre à travailler ensemble sous une autre forme pour pas se mettre la pression du mariage, justement. En gros, on va flirter quand on va faire quelques sorties cinoches et aller au resto. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on aimait un peu les mêmes plats et qu'on regardait un peu les mêmes films et qu'on s'entendait bien. Et au bout de 3 mois, on s'est dit, ok, tu vas m'arranger un peu les frais ça, parce que les 12 000 € ils commencent un petit peu à descendre assez vite. Et puis en même temps, on commence à se dire, tu prends une petite partie de la boîte. Et puis au bout de 6 mois, il avait tellement laissé tomber tous les autres projets autour, il bossait tout son temps sur Entrep. Et puis surtout, c'était pas juste un développeur. Il participait entièrement à la stratégie de la boîte, il était en phase avec la vision, là où on voulait aller. Il parlait aussi bien de stratégie marketing que commerciale, alors qu'il était produit à la base. Donc là, on s'est dit très bien, on est rentré dans un autre type de relation. C'est plus une relation fournisseur-client, c'est une relation d'associé. Donc à ce moment-là, on s'est associé à 3 et à part égale, 34, 33, 33, sans tenir compte vraiment de l'antériorité qu'il pouvait y avoir sur le projet, mais tout simplement en partant d'un constat, c'est qu'on s'est dit ok, on va dans une aventure, on ne sait pas trop vraiment où on va, et c'était bien vu à l'époque. C'était peut-être la seule vision qu'on avait bonne, parce qu'effectivement on ne savait pas où on allait. On a fait 2 gros pivots avant de trouver notre product market fit et de commencer à faire du chiffre. Donc ça va nécessiter de gros sacrifices de part et d'autre. Et donc il faut que chacun puisse se dire c'est mon bébé. Et pour ça il fallait notre intuition, notre sentiment, c'était qu'il fallait que ça soit que les parts soient partagées de manière égale. Donc voilà, sur la répartition égale, c'est un autre sujet, je pense qu'on va en parler après. Il y a du oui, il y a du non, il y a du pour, il y a du contre, etc. Nous on l'a fait, mais on savait pourquoi on le faisait. C'était pas parce que on fait 50-50 parce que j'ai peur que tu crois que je suis au-dessus, que je suis au-dessus de toi, ou au contraire pour me mettre sur un pied d'égalité. C'est pas de la fausse humilité ou quoi, non, il n'y avait rien, c'était très vrai, ça va être notre bébé à tous les 3. Donc on répartit les parts de la même manière. C'est comme ça qu'on s'est associé. On n'a pas écrit de pacte d'associé à ce moment-là parce qu'en fait on était déjà dans un process de levée de fonds sur notre première augmentation de capital. Donc on savait qu'on allait avoir ce pacte d'associés avec en plus des actionnaires derrière. Donc voilà ce que disait Sylvain tout à l'heure, les 2 types de pactes. Notre premier pacte d'associés, il est arrivé assez peu de temps après la création de l'entreprise,
et cet impact avec des actionnaires derrière. Donc là, il y a eu effectivement beaucoup de réflexion et de travail. Sylvain, tu m'as dit que, parmi les associés justement, tu as très vite et très tôt, peut-être pas très tôt, mais en tout cas, tu as associé beaucoup de salariés au capital. Peut-être certains à l'origine, d'autres un peu plus tardivement. Voilà, cette question, on va dire, d'associer notamment des personnes clés, les salariés clés, hein, on n'a pas toutes les compétences et on le voit notamment dans le digital, quand on n'est pas informaticien, très vite on se pose la question d'associer le développeur ou la personne clé. Quelle a été ta démarche, toi? C'est une demande de leur part. Autant il y a une boîte où il n'y avait pas de questions, il y a peu de questions vu que c'est une agence et que ça se valorise peu, donc ça se revendra pas cher. Autant dans l'autre boîte, il y avait l'aventure startup. Qui dit startup dit aussi salaire de démarrage pas dingue, donc aujourd'hui on a commencé à rattraper, on est au prix du marché. Mais l'idée aussi pour eux, c'est qu'ils puissent bénéficier du potentiel succès de la boîte si un jour c'en est un, en termes de revente. Par contre, j'ai refusé qu'ils rentrent au capital pendant une douzaine de mois parce que la boîte était encore trop en situation de risque. Et je ne voulais pas, prendre la pression supplémentaire sur les épaules, d'avoir déjà des investisseurs qu'il faut que je satisfasse, mais en plus des collaborateurs qui empruntent et que je peux foutre dans la merde si on plante la boîte. Donc j'ai attendu un petit moment, et après ils sont rentrés sur une valorisation de boîte qui était pas neutre, parce qu'il y avait déjà des investisseurs qui étaient là, mais c'était leur choix, leur demande, et donc ça a été presque ceux qui veulent m'aider. Ça n'a pas été un choix d'associer particulièrement plus stratégique que d'autres, ils n'ont pas mis un montant en fonction de leur profil dans la boîte, c'était ceux qui voulaient mettre et qui voulaient s'associer à l'aventure. Et sachant que moi je suis plutôt contre handicap à pro, BSPCE, donc ces actions, ces droits d'acheter des actions le jour où la boîte se vend. Parce que pour moi, on n'est pas associé, pour l'avoir vécu, avec d'ailleurs un collaborateur qui est parti, qui avait des BSPCE, pour lui, il ne se sentait pas actionnaire. Il ne participait pas aux AG, il ne signait pas le pacte, il n'avait pas plus d'infos que les autres, et au final, il n'avait rien déboursé de sa poche. Pour lui, c'était potentiellement un cadeau si un jour on se vend. Sachant que si un jour on se vend, c'est loin, on n'a pas de date. Et du coup, il n'y avait pas ce rapport qu'ont aujourd'hui mes 10 collaborateurs qui sont associés, qui sont à fond dans le projet et ultra engagés, parce qu'ils ont mis un peu de sous aussi, parce qu'ils ont envie que ça marche, parce qu'ils ont envie que ça avance, plus qu'une simple option. En fait, une BSPCA, c'est une stock option, quoi. C'est vous avez le droit d'acheter une action à un prix X, parce que vous la vendrez 2 heures après à un prix Y. Donc vous serez associé de la boîte pendant 2 heures. Enfin, même pas. Pendant quelques secondes. Donc, je ne voyais pas l'intérêt. Je préfère mettre de l'intéressement, où si la boîte marche bien, on vous donne des sous. Ou vous prenez des actions, si la boîte est vendue, vous gagnerez une plus-value si on arrive à vendre comme il faut. Mais voilà le choix pour nous, dans un objectif d'engagement de l'ensemble de la boîte. D'accord. Alors, Florence et je complète juste le discours. Et là, on voit la différence entre un investisseur et un associé. D'accord ? L'investisseur, il prend juste, il met juste de la thune sur la table et puis on n'en parle plus. D'accord ? Il faudra la récupérer, rassurez-vous. Mais l'associé, il va s'intégrer dans la stratégie de la boîte, etc., même s'il a 1% du capital. Ça, c'est un vrai associé. Sinon, c'est un investisseur et on n'en parle plus. Et dans le cas de ton collaborateur qui est parti, c'était un investisseur pour 1 heure de temps, donc il ne prenait pas de risque, il avait tout à gagner. Donc comment on peut être investi dans une boîte quand de toute façon on ne peut que gagner? Non, on est investi dans une boîte quand on a pris un minimum de risque. Ouais. Alors ces sujets, pardon, je vous laisse répondre, de répartition du capital. Moi, pour faire de nombreux jurys en création d'entreprise, il y a toujours ceux qui sont les contre le 50-50, ceux qui disent oui, non, le 50-50, on peut s'en sortir autrement si ça bloque. Est-ce qu'il faut effectivement, donc comme j'ai dit, associer très vite des salariés au capital, notamment les personnes clés? Donc toutes ces histoires de BSPCE ou pas BSPCE, comme l'a dit Sylvain, quel est votre avis? Et puis surtout toi, Marion, qui est particulièrement concernée. Alors je rebondis juste sur ce que tu as dit, Florence. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion d'investisseur dormant, parce que ça représente une petite catégorie, effectivement, où tu vas avoir certains, alors c'est plutôt plus finalement des associés investisseurs qui vont avoir généralement des problématiques d'optimisation fiscale ou de défiscalisation jusqu'à 2017 pour les questions d'ISF, qui vont vouloir mettre des queues de poisson ou des petits tickets, et puis vous n'allez plus jamais entendre parler de ces personnes-là, y compris lors des assemblées générales ordinaires annuelles,
ou lorsque vous envoyez les convocations, il n'y a personne qui répond. Enfin, moi, par expérience, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs, encore plus aujourd'hui, qui veulent être impliqués via des comités scientifiques, stratégiques, etc. Et qui ont besoin quand même de savoir les orientations de la boîte, ont besoin de vous challenger les porteurs de projets. En tout cas, des bons investisseurs, ça devrait quand même être plutôt... Je suis d'accord avec toi sur les bons investisseurs. Je suis d'accord avec toi sur les bons investisseurs qui effectivement veulent s'investir dans la stratégie pour être sûr de retrouver derrière. Mais après, on a les petits investisseurs, entre guillemets, qui vont juste vouloir défiscaliser, parce qu'ils pouvaient à l'époque, je vous passe les détails, mais aujourd'hui c'est fini, pour l'instant, qui voulaient défiscaliser. Dans ce cas-là, ils mettaient juste des sous, ça rendait service, tant mieux, tout le monde était content, mais en tout cas, on ne pouvait pas considérer que c'était un associé en tant que partenaire. Après, il y a les investisseurs plus costauds qui vont apporter des fonds plus importants. Là, c'est plus un partenaire qui va nous accompagner, qui va peut-être essayer de nous donner des conseils. Et après, nos collaborateurs qu'on va pouvoir associer, là, ça va être une collaboration. Ouais. Alors, simplement, je voudrais juste, pour revenir un peu sur le sujet de l'association en tant que telle, hein, tout le monde n'a pas forcément l'ouverture de capital à des financiers en tant que tel. Mais on voit quand même, alors cette question du 50-50, hein, j'y reviens parce que c'est quand même un vrai sujet sur lequel on est souvent interrogé. Et puis, j'ai éventuellement ma vieille tante, mon beau-frère, voilà, il a un peu de sous, moi j'ai rien du tout, donc bon, pour le capital, voilà, je le mettrais bien au capital, comme ça, voilà, je peux commencer mon entreprise. Bonne ou mauvaise idée? En fait, ça rejoint les mêmes sujets rejoignent les mêmes questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, là on prend un petit peu les choses, mais c'est vraiment toutes les questions de cas d'espèce. C'est ce que tu disais Vincent tout à l'heure, c'est si vous l'avez fait à 33% chacun, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Et en fait, l'enjeu, à partir du moment où vous avez identifié de potentiels associés, que ce soit des associés opérationnels, futurs collaborateurs, investisseurs, peu importe, c'est d'arriver à avoir une anticipation, c'est-à-dire de se poser, de parler entre vous, de déterminer la vision globale de chacun sur aujourd'hui, maintenant, demain, qu'est-ce que tu veux faire, des contraintes aussi, parce que alors ça c'est hyper important pour chaque personne, et ensuite de réfléchir à l'adaptation juridique du cas d'espèce. Parce que qu'on parte sur du 33%, qu'on parte sur du 50-50, qu'on parte sur un DBS-PCE ou autre, chaque outil juridique où chaque règle juridique s'adapte. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, ça c'est le rôle un peu de l'accompagnant juridique, mais que les outils juridiques qui sont à votre disposition doivent s'adapter à votre projet. On trouve toujours des solutions qui correspondent à la situation donnée. Ça ne doit pas être l'inverse en fait. On ne doit pas vous imposer des outils parce que c'est le moment et c'est comme ça. On ne va pas vous dire par exemple, tu veux associer des collaborateurs, donc c'est des BSPCE, ou donc c'est une association directe. Il faut vraiment identifier ce que vous voulez, quelles sont les contraintes, quelles sont les barrières, quelles sont les perspectives, pour ensuite capter l'outil juridique qui soit le plus adapté et déterminer ensuite l'application que vous voulez en donner. Donc par exemple, si vous avez deux associés et vous vous dites, nous on veut faire du 50-50, déjà il faut creuser pour savoir si véritablement c'est du 50-50 que vous voulez, pourquoi vous voulez le faire, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui conviendraient mieux à votre cas d'espèce, et puis si c'est 50-50 qui ressort au terme des discussions et que tout le monde est d'accord sur ce plan et que personne ne veut y déroger parce qu'il y croit, comme les 33% de Vincent, à ce moment-là, il y a des règles qui permettent d'encadrer ces 50-50. Et c'est au travers notamment des dispositions du pacte qu'on va prévoir le cas de mésentente, le cas de désaccord, etc. Il y a toujours des solutions. Ce pacte d'actionnaires, il est vraiment là pour anticiper, pour vous permettre de cadrer les choses et ensuite de dérouler si jamais ça va mal. Bien évidemment dans la mesure de ce qu'on peut prévoir au départ, parce qu'on ne pourra jamais tout prévoir. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment de communiquer. C'est vraiment une idée forte, c'est de communiquer et d'anticiper. Parce que je pense qu'à mon avis, ça rejoint ce que tu disais Sylvain tout à l'heure, l'histoire des congés, à mon avis, c'est... voilà. Un point parmi d'autres, mais il y a de très 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 nombreux sujets. Je t'ai un peu coupé, mais tu vas pouvoir y revenir. Et généralement, ce sont des sujets qui cachent d'autres sujets plus profonds, qui sont généralement liés à l'affect, à l'humain et au relationnel. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une communication d'associés avec vos partenaires, quels qu'ils soient, à un moment donné ou à un autre, vous allez accumuler des frustrations et ça va se répercuter sur des conneries comme les congés, comme un ordinateur que quelqu'un utilise, comme plein d'autres exemples qu'on pourrait tirer, mais qui ne sont pas la réalité du sujet.
Alors, ouais, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais juste dire, en fait, partager mon expérience sur ça, c'est que au début de l'aventure, vraiment dans les premières années, ma conviction, c'est que les personnes qu'on associe, elles doivent avoir une empreinte opérationnelle et un impact opérationnel sur le projet très fort. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses qui ont pu me faire halluciner. On va, je sais pas, j'ai besoin de faire un bilan, des trucs comme ça, ou de régler une affaire juridique, etc. Donc il y a cette personne qui en plus travaille dans une grosse boîte, ses clients c'est plutôt BNP, etc. Machin, des gros, et qui se propose une fois tous les 6 mois de m'aider, etc. Mais bon, j'ai pas de quoi la payer, et du coup je vais l'associer. Elle va prendre une petite part, elle va prendre 2% dans le capital. Ça c'est pas un associé, et c'est quelqu'un même qui peut poser des emmerdes après dans la suite, dans le développement d'entreprise. Je pense que dans les premières années, les personnes qu'on fait rentrer au capital, c'est presque qu'elles doivent bosser tous les jours avec vous. Ou presque. Et donc les business angels, au niveau du premier tour de seed, c'est une réflexion qu'on doit aussi avoir. Nous, en tout cas, qu'on a eu, c'est on ne fera pas rentrer quelqu'un qui va juste mettre un ticket, un chèque. Et aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir, quand on a fait ce premier tour il y a 2 ans, d'avoir une personne comme Guillaume Mullier, qui était notre premier investisseur, et qui est tous les 2 mois, il est chez nous. On le contacte quand on veut, c'est du réseau commercial, c'est de l'expertise et de l'aide à plein de niveaux. Lui, c'est plutôt d'entrepreneuriat traditionnel. Nous, on baigne dans l'environnement start-up et tout, mais il y a des super choses d'aller chercher dans l'entrepreneuriat traditionnel et à s'approprier. Il nous les apporte. Donc, il y a quand même une empreinte opérationnelle très forte dans ce qu'il fait. Puis après, il y a une étape un petit peu qui vient après. Nous, on est en train de closer là, un second tour, on fait rentrer un VC. Donc là, c'est encore un petit peu différent. On n'est pas forcément aujourd'hui dans cette empreinte opérationnelle, mais on s'est quand même rapproché d'un VC où c'est des réseaux d'entrepreneurs derrière, il n'y a pas d'institutionnel, et il y a de l'accompagnement derrière qui nous intéresse. Donc, effectivement, l'empreinte opérationnelle est de moins en moins forte. Bon, gros, c'est sûr que quand on lève 60 millions, après chez Idinvest, ils ne vont pas être tous les jours au bureau avec nous. Mais en tout cas, c'est essayer de se raccrocher le plus possible à ça, et donc dans les premières années, ça me paraît fondamental que les personnes qui sont au capital de votre société, elles sont dans le projet avec vous et c'est pas une aide ou un support. Je vais aller l'opposé de toi, évidemment, de toute façon, je suis là pour foutre la merde. Au contraire, moi, je veux pas que mes financiers m'emmerdent. Ils mettent des thunes pour une stratégie que je leur ai présentée, sur laquelle ils sont d'accord et ils nous laissent avancer sur cette stratégie-là. Donc, je veux les voir le moins possible et faire un reporting qu'on a encadré. Évidemment, je dois leur envoyer des chiffres, leur dire où on est et ce qu'on a fait. Mais je veux qu'on se mette d'accord sur ces 10 chiffres, que je leur envoie tous les mois, tous les 2 mois. Et c'est tout. Donc, ça va dépendre de qui vous êtes. C'est le vrai sujet, c'est là où c'est difficile dans son pacte. Moi, je ne fais plus de 50-50, quel que soit l'associé, parce que je les ai plutôt foirés, mes 50-50, et que je préfère aujourd'hui un 52-48 pour la raison simple que je veux avoir le choix de pouvoir virer mon associé ou de partir si je me sens pas bon dans le projet. Mais comme je vais bosser comme un chien dessus et que je serai plutôt leader sur le truc, j'ai pourri des 50-50 à trop bosser, à trop prendre d'avance et à devoir manager mon associé, qui était censé être mon partenaire du quotidien, voire celui qui me remplace quand j'ai des coups de moins bien, parce que ça arrive à tout le monde, et c'était pour ça que je voulais aussi un 50-50, hein. C'est de me dire, j'ai pas un numéro 2, on est 2 numéro 1, et si un jour moi je vais moins bien, c'est lui qui prend le lead. Sauf qu'en fait, j'ai trop bouffé, et que du coup, il s'est trouvé être suiveur, et le 50-50 me pesait dans ce cas-là, en termes de part et de décision au quotidien. Sur la stratégie et autres, hein, sur mon autre boîte, on avait écrit ce petit pacte et un mini business plan de 3 pages avec un projet où on voulait monter à 12 collaborateurs en disant on fait une petite boîte tranquille, on s'éclate, on se paye bien, on paye bien nos gars et on grandit. Au bout de 2 ans, il me dit je veux qu'on vire les collaborateurs, on se fait chier, finalement on se paye pas plus, c'est compliqué, ça demande plus de taf, ça m'emmerde. Moi je dis mais non, c'est pas le projet qu'on avait, sauf qu'on était à 50-50. Nouvelle connerie. Donc du coup aujourd'hui c'est 52-48 minimum où je veux avoir la majorité et franchement j'espère avoir l'humilité de dire là je suis moins bon que toi, je te laisse la main, on avait écrit comment on se séparait, je me sens pas à l'aise sur le projet, vas-y continue sans moi. Mais voilà, c'est parce que pour l'avoir vécu, pour me connaître un peu dans mon fonctionnement avec l'autre, ça m'aide d'avoir ce 52. Je vais faire les trucs en conscience, quoi. C'est vraiment en conscience, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais c'est se connaître, c'est là où c'est pas facile, hein, parce qu'en fait, avant d'avoir vécu les trucs, on se connaît pas tout le temps. C'est exactement ça, en fait. C'est d'avoir le courage de se connaître.
Et vraiment, de ne pas hésiter, ça je pense qu'à mon avis, vous avez fait un super truc au départ, c'est que de ne pas hésiter à tester vos relations professionnelles, parce que souvent aussi on part sur je connais, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur pote, ou c'est tati, mamie, papy et tout ce que vous voulez. Et là, effectivement, ça peut être un danger parce que vous ne voyez pas le côté vraiment, est-ce qu'on a la même perspective, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on est professionnellement compatible, quoi, quelque part. Hein. Oui, c'est vrai que Vincent, tu nous disais, tu m'avais raconté que bon, vous avez eu la chance, ou en tout cas, vous avez eu la possibilité, vous vous êtes donné d'interviewer Michel et Augustin, qui sont quand même une réussite, voilà, avec une grande notoriété. Amis d'enfance qui se sont finalement beaucoup testés en partenaires sur leur projet avant de réellement s'associer. Oui, alors qu'à la base, ils pensaient parfaitement se connaître. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment... Nous, on était dans cette partie Serious Game pour associer, on l'a fait... on a fait un petit coup de com' sympa avec Michel et Augustin, et du coup, si vous êtes sur YouTube, tapez Michel et Augustin en trap, vous allez les voir utiliser la solution, c'est vraiment assez marrant. Et c'est vrai que bon, ça fait j'ai pu redire une connerie, mais autour de 10 ans, Michel et Augustin qui bossent ensemble sur cette boîte. Et en fait, avant de se lancer sur Michel et Augustin, ils se sont dit, bon bah, on est quand même très différents, parce que d'un côté, il y a un financier qui était à Hong Kong ou Singapour, je sais plus, très EY, voilà. Et de l'autre, un gars, c'est un rêveur, c'est l'intangible, c'est la vision, c'est l'intuition, c'est des choses comme ça. Et donc lui, il était plutôt, il bossait avec le Med, Air France, ces trucs-là. Et du coup, ils se sont dit, on est super différents, ça peut être une super force, et en même temps, ça peut nous péter à la gueule. Donc en fait, avant de se mettre sur un vrai projet, ils se sont dit, on va faire un side project. C'était le guide des boulangeries de Paris. Donc ils ont identifié, je sais plus, les 100 ou les 1000 meilleures boulangeries de Paris. Ils en ont fait un bouquin, ils en ont fait 10 000 exemplaires, ils ont essayé de les vendre. Ils ont vendu leur truc, ils se sont dit, ah, ça a bien marché. Et donc quand ils en parlent, ils disent, bah ouais, en fait, on a regardé si on arrivait à se supporter l'un l'autre, à bosser 7 jours sur 7. Est-ce que la voix de l'autre au téléphone, pendant que moi je suis sur l'ordi, est-ce que ça n'insupporte pas? Est-ce que je peux lui mettre des gifles à la fin de la journée? Et donc ça s'est bien passé. Et après, ils ne se sont pas mis la pression, ils ont attendu, je crois, une petite année, histoire de laisser retomber un petit peu tout ça, de prendre un peu de recul, et de se lancer dans Michel et Augustin. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on propose, qu'on faisait avec... nos clients sur la partie associée, c'est qu'on leur proposait une sorte de cadre, alors nous on n'est pas du tout avocat, hein, mais un cadre de pré-association. En fait c'est un document qui a la valeur qu'on veut bien lui donner, on peut le rendre très officiel comme le laisser officieux, et où on se dit, bon bah avant de s'associer, on va se fixer des jalons, à 3 mois il faut qu'on ait développé tel truc, dans 6 mois qu'on ait notre premier client, on se met des objectifs à la fois individuels et collectifs. Et puis ensuite d'implication. Bon bah toi tu dis que dans 3 mois tu quittes ta boîte en rupture conventionnelle et que tu passes à temps plein. Et voilà, si on s'associe et qu'on en réjouit sur ces propos-là, et bah 3 mois plus tard, t'avais pas dit que tu quittais la boîte il y a 3 mois? Bah si, mais en fait la rupture conventionnelle est un peu plus dure, le gars il ne laisse pas partir. Et puis t'avais pas dit aussi que tu bosserais tous les week-ends et les soirées en attendant pour compenser? Bah oui, mais tu comprends, enfin, à un moment donné, il y a les enfants le soir, et puis bon, il y a les vacances aussi, il faut les sortir, je sais pas. Et ah oui, d'accord, voilà. Et donc là, si on s'est associé, là on est dans le clash. Là, on est dans 65% des échecs entrepreneuriaux proviennent de sujets comme ça, de rupture entre associés. Donc on peut, toutes ces choses-là, on peut les anticiper, et le cadre d'un pacte de pré-association, ça permet de tangibiliser, d'objectiver les choses, et puis juste ensuite de voir si, t'as dit que dans 3 mois tu quittes ta boîte, ok, tu l'as pas fait, qu'est-ce qu'on se dit du coup? On se dit que on reporte, ou alors que du coup tu auras moins de parts que moi, que la répartition elle va changer au moment où on va créer la boîte, etc. On peut se créer des sorties, faire varier les chiffres avec un petit peu plus de légèreté qu'une fois que toutes les choses sont ancrées avec le poids du pacte et des statuts, etc. Super important, il ne suffit pas de dire les choses, il faut les écrire impérativement, ça a beaucoup plus de valeur et ça reste, ce que tu disais, parce qu'on peut se le dire, sauf que 3 mois après il n'a pas quitté son job et comme vous avez rien écrit, au final, oui mais j'avais dit ça si j'y arrivais. Non, on l'entérine. Et un pacte est fait pour ne pas être suivi potentiellement, c'est pas grave, si vous êtes tous d'accord pour que le mec fasse 3 mois de plus, on s'en fout. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Par contre, avec les clics, si on n'était pas d'accord, on pouvait... Ouais, Sylvain, tu détailles beaucoup tes pactes, toi. Sur des choses très opérationnelles, mais comme toi, ce que tu disais là, hein, par rapport à des obligations perso, par rapport à nos activités à chacun,
votre associé, il est président d'un club de foot, il n'est jamais là le week-end, donc il ne pourra pas faire le gros salon qui est à Lisbonne en octobre prochain, et le gros événement avec votre client, là où il faut absolument intervenir, il ne peut pas y aller non plus. Bah, si ça a été dit avant et écrit, je suis président de ce club de foot et tous les vendredis, samedis, je ne suis pas là, on connaît le cadre. Le tout, c'est de le connaître et qu'il soit clair et accepté. Si c'est flou et que vous dites ouais mais bon si on a la boîte à plein temps, faut quand même que tu te mettes à fond, oui bah je ferai mon max. Ouais, entre faire son max et ne jamais être là le week-end, bah c'est là. Marion, une dernière remarque, après on répondra à la dernière. Sans souci, ça va être court. En fait, c'est ce que je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, c'est quels que soient les besoins, quelles que soient les contraintes ou les visions globales, il faut que ça c'est hyper important que les personnes, les futurs associés ou les associés trouvent du sens et leur sens. Et c'est cette quête de sens en fait qu'il faut trouver dans chacun des contextes pour ensuite le formaliser. Alors, en fonction des personnalités, votre pacte il va être plus ou moins long, il va être plus ou moins détaillé, mais ça c'est propre à chacun des projets. Et le tout c'est d'être à 100% à l'aise. Et je rebondis sur ce qu'a dit Vincent aussi et Sylvain, c'est que le pacte c'est pas quelque chose de fixe. Le pacte c'est quelque chose qui va évoluer au travers de vos relations, de l'évolution du projet. Et heureusement que le pacte est fait pour vivre, parce que c'est vraiment le cœur de vie de votre relation d'associé. Donc c'est plutôt bon signe si ça évolue. Nous on appelle ça l'arme atomique, c'est-à-dire qu'avant ça doit se régler plutôt en relationnel, en communication, et puis si on n'y arrive pas, là on sort l'arme atomique, c'est le pacte. Alors Vincent, je termine juste sur une phrase. Ouais. Simplement pour dire, en fait, il y a deux choses hyper importantes dans ce qu'on vient de se dire, c'est essayer d'anticiper au maximum, parce que nos desiderata, ils sont quelque chose à un instant T, mais ils peuvent être autre chose 2 ans, 10 ans, 3 mois après. Et dans ce cas-là, la souplesse du pacte permet d'accéder à ce changement d'objectif des uns et des autres. Et le deuxième point, c'est vraiment communiquer avec vos associés au quotidien pour dire, bon là on s'était dit, un certain nombre de choses, on avait acté un certain nombre de choses, les règles du jeu à un moment changent, on en parle, si on arrive à les changer ensemble, on adapte notre pacte, si on n'y arrive pas, il est peut-être temps de faire autrement, en connaissance de cause, en appliquant le pacte antérieur ou quoi que ce soit. J'en reviens à l'anticipation et la communication, et à tout ce qu'on dit depuis le départ, finalement tout ça c'est toute une question humaine, l'association. Bon, j'entame la dernière partie, puis après, pour laisser quand même un peu de temps aux questions-réponses, essayer de respecter le timing. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette association, défini avec les bonnes personnes avec lesquelles on a envie de s'associer, comment on va le faire, comment est-ce qu'on fait vivre cette association? Vous, à Entrep, vous êtes 3. Quelles règles vous vous êtes mis pour justement garder cet équilibre, garder la pérennité de la relation, quand on est 3 associés qui, dans une start-up, on a vraiment le nez dans le guidon. Il y a des choses qui peuvent déraper sans qu'on s'en rende compte. Donc, quelles sont les règles que vous vous êtes mis? Quelles sont vos... Voilà, comment faites-vous? Alors nous, il y a un truc de très concret qu'on a fait, c'était une idée de Thomas. Et on l'a gardé depuis. En fait, c'est au moment où donc on était sur notre marché, les associés. C'était hyper pertinent quand on montait une start-up grande échelle, c'est pas du tout un marché de niche. En tout cas, on était là-dessus, on s'éclatait. Et là, il y a une première entreprise, Cégide, à Lyon, qui est venue nous voir en disant c'est top ce que vous faites pour les associés. Moi, j'ai des sujets un peu similaires chez moi en interne, dans mes équipes, mais c'est pas les associés. Est-ce que votre truc, il marche? Donc là, on a dit non, parce qu'on avait un peu d'éthique quand même. Et les choses font que... Bon, voilà, ça tue les poissons. Et du coup, on s'est lancé dans un développement avec un labo en sciences cognitives, Paris Descartes à Paris, etc. pour se dire c'est bon, là on va lancer un truc pour les équipes au sens plus large du terme, supermarché et tout. Super dans le marché. Et donc là, on a vu un peu des divergences, mais un peu sous-jacentes apparaître. Il y en avait pour qui c'était une sorte de side project, il y en avait d'autres pour qui c'était la continuité logique de ce qu'on faisait pour les associés, et il y en avait pour qui c'était un pivot net et c'était plus la même boîte. Et en fait, on développe ce truc pour Cégide, on se dit on va essayer de le vendre à d'autres et tout, mais on savait pas. Chacun avait la vision un petit peu. On sentait qu'on était en train de se désaligner un petit peu, qu'on voyait plus tout à fait la même chose. Et donc, on a eu besoin de se prendre une journée. On s'est mis un petit peu au vert. On n'est pas resté au bureau, on n'est même pas resté en ville. On a pris un truc vers Écully voilà, dans la campagne, espace vert et tout. Et on a abordé un tas de. On avait fait un ordre du jour très précis.
des sujets qu'on allait aborder, qui ne sont pas des sujets toujours très opérationnels, qui peuvent être liés juste à de la vision long terme, à des choses comme ça. Et pendant une journée, portable éteint, on ne regardait pas nos mails, etc. Et on a discuté tous ces sujets. Le midi, il y avait le barbecue, il y avait la table de ping-pong et tout, mais dans un truc un petit peu plus décontracté. Et on a vu effectivement qu'on était en train d'avoir des visions un petit peu différentes et qu'il fallait se réaligner à ce moment-là pour ne pas partir dans des directions différentes entre celui qui croit qu'on fait une autre boîte, celui qui croit que c'est la suite logique et qu'on va continuer les trucs pour associer ou pas, etc. Et donc on a refixé une vision, on a refixé les valeurs aussi sur lesquelles on voulait que le projet grandisse, parce que on changeait de marché, on changeait de produit, enfin, ça peut faire varier un certain nombre de paramètres. Est-ce que ça correspondait toujours à l'ambition qu'on avait nous en tant qu'entrepreneurs? Est-ce qu'on n'était pas en train de partir sur autre chose, etc. On a refixé toutes ces choses-là. Et puis depuis maintenant, tous les 6 mois, on fait ça. Tous les 6 mois, au cas où en fait, on ne voit pas des désalignements apparaître, des divergences naître. C'est difficile hein, de sentir les écarts se creuser quand on a la tête dans le guidon, justement, quand on est en train de les appeler clients ou produire, etc. C'est super difficile. Du coup, c'est tous les 6 mois, on fait cette journée-là au vert, on change d'endroit à chaque fois. Et c'est vrai qu'on a souvent des surprises, des points où on ne se rendait pas compte que l'autre pensait ça. Que ce terme de vision, pour lui, ça signifiait plutôt aller par là, alors que moi, ça voulait dire aller par là. C'est marrant. Et du coup, tous les 6 mois, c'est une sorte de réalignement qui n'est pas du tout dans le clash, du coup, parce que si on laisse le truc pourrir, dans 2 ans, en fait, on peut se rendre compte que je comprends pas, je croyais qu'on allait là, en fait, non, voilà. Non, tous les 6 mois, on se remet en phase, on se réaligne, et on a appelé ça le Founders Day, et on fait ça tous les 3, et maintenant tous les 4, parce qu'on a un quatrième associé aussi. On est associé à un salarié, pas en BSPCE. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Ok. Et toi, Sylvain, comment fais-tu? Parce qu'en plus de ça, tu as plusieurs boîtes. Tu as encore gardé des parts dans une boîte où tu es opérationnel, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas beaucoup moins présente que Tilki. Interdiction de travailler dans votre boîte. Voilà, donc pas opérationnel. Voilà. Mais oui, ça... je suis là, je travaille depuis le premier. Ok, oui, il me regarde. Donc comment toi tu gères leurs actions avec beaucoup de valo en plus, donc ça fait mal. Comment je gère les deux? C'est pacté des deux côtés déjà. Et des pactes opérationnels potentiellement en plus du pacte avec les investisseurs, même s'il n'est pas valable, on a quand même écrit 2-3 choses. Un truc tout con, c'est un déjeuner avec chacun des 2 associés, enfin dans les 2 boîtes, par semaine, pour se parler du boulot potentiellement s'il y a des choses à se dire, ou du perso. Parce que d'ailleurs c'était un des points qui ressortait de notre test entre-up avec mon associé chez Tilki, c'est que mon associé ne disait pas les choses, gardait tout pour lui. Et le jour où ça explosait complètement. Et donc il fallait faire des points réguliers. Et c'était une des recommandations, je me rappelle, à la fin du doc, je me suis dit, putain, vous êtes balèze parce qu'on a failli imploser à cause de ça. Ça fait que 2 mois qu'on a mis en place ces déjeuners hebdomadaires, tous les vendredis midi, je déjeune avec Tim. Que ce soit pour parler de sa semaine, de son futur week-end, de ses prochaines vacances, ou concrètement du boulot, d'un sujet technique. Et ça fait vachement bien. Parce qu'en plus, après aussi, pour moi, j'ai besoin d'apprécier, boire une bière, prendre un café ou un déj avec mon associé. C'est super important dans mon fonctionnement à moi au quotidien. Et ça m'a fait péter d'association parce que le gars, je n'aimais pas le voir. Il bossait super bien, je l'estime beaucoup professionnellement. Perso, je prenais aucun plaisir à passer du temps avec lui. Et du coup, j'avais pas ces moments de off, d'idées, de ping-pong, de miroir, de tiens, j'ai pensé à un truc, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pourri, ok, cool. On passe au sujet d'après. Et j'avais pas envie de ça avec lui, parce que je savais que je pouvais pas lui parler des sujets du quotidien qui m'éclatent. Et donc on a avec chez chacun de ces 2 associés ça. Juste un autre truc que je vais rajouter, votre pacte d'associés va vous protéger des proches conjoints et conjointes de vos associés. Ouais, j'allais venir, c'est vrai que parce c'est important. Que souvent ceux qui vont foutre la merde, votre associé est super honnête et super sympa, ouais. Mais il a une pression autour de lui de dingue, parce que vous deviez vous payer autant que votre ancien job dans les 2 ans après la création de votre boîte. Ça, c'est dans le top idéal du top. Mais en fait, ça n'arrive pas. Ça va mettre 3, 4, 5 ans si ça arrive un jour. Le problème, c'est que le conjoint, parfois, il n'a pas choisi que son conjoint, sa moitié se lance dans une boîte, dans un truc où il travaille H24, où il dort pas la nuit, où il prend pas de vacances, et en plus, lui, il s'éclate à pas prendre de vacances. Alors que l'autre se fait chier dans son boulot. Et qu'en plus, il n'y a plus de quoi payer des vacances parce qu'il ne se paye pas encore assez. Et ça peut être, c'est quelque chose qu'on anticipe peu aussi. Les relations, parce que c'est les proches en général, qui peuvent vous faire péter une association parce qu'il y a de l'influence autour. Au moins, si c'est signé, il peut dire non, mais attends, je me suis engagé à, on s'était dit que si on dépassait pas tel chiffre, on s'augmentait pas.
Donc c'est pas qu'on associait les méchants, c'est juste qu'on s'était mis d'accord et que c'est comme ça. Et Marion, Florence, vous qui avez suivi de nombreuses entreprises avec des aventures où des fois, ne serait-ce que la dégradation de la relation entre associés a fait éclater l'entreprise alors qu'il y avait une belle activité. Est-ce que vous avez des bons conseils ou on va dire des expériences sur lesquelles vous dites surtout ne pas faire ça? Oui, alors ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit depuis le départ. Le premier point, à mon avis, c'est de savoir pourquoi on s'associe. Là, je rejoins complètement ce que disait Vincent tout à l'heure. On ne s'associe pas parce qu'on a une dette envers quelqu'un. On ne s'associe pas parce qu'il y a les parents qui disent qu'est-ce qu'on est content de te voir entreprendre quelque chose, on veut te soutenir, on est là pour toi, on est toujours là derrière toi, donc on va rentrer dans ton capital. Il faut véritablement prendre de la hauteur par rapport à ces sujets et déterminer sur le fond et sur la forme pourquoi on s'associe, est-ce qu'on est sur la même vision, est-ce qu'on est raccord, c'est le courage de se connaître, tout ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis aussi, il faut avoir l'ouverture d'esprit de l'écoute. On le ressent, alors nous peut-être un petit peu plus parce qu'on est en extérieur, c'est-à-dire que quand on a les porteurs de projets qui viennent nous voir, on sent les frustrations entre eux. Sauf que les entrepreneurs qui sont au quotidien la tête dans le guidon, eux, ils ont un enjeu qui est un enjeu business, qui est un enjeu technique par moment, ou deux enjeux financiers, etc. Donc ils ont une volonté de bien faire dans le cadre d'une réussite de projet. Ils ont un axe de performance. Donc souvent, c'est compliqué de faire la part des choses pour eux et ils ne voient pas les frustrations et les tensions entre les associés. Un des bons moyens, effectivement, c'est de couper, de prendre une journée, un moment, quel que soit après la temporalité donnée, et de sortir du cadre professionnel. Ça, c'est sûr que c'est un vrai conseil, parce que pour toutes les personnes qui les ont appliquées, ils ont réussi à échanger autrement. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'entreprise, on n'a plus les collaborateurs en face de vous qui attendent de vous justement un résultat. On est avec son associé dans un autre cadre, et là, on peut effectivement évoquer les sujets de fond. Une bière, un verre de vin ou autre, ça fait pas de mal non plus. Parce que ça permet de délier les langues. En quantité raisonnable. Avec modération ou pas, selon le type de profil que vous présentez. Mais ça permet effectivement d'avoir un petit peu plus de lâcher prise. Et généralement, après, c'est ce que tu disais, Vincent, on se rend compte que les gens parlent et que l'autre en face ou les autres en face se rendent compte de certaines choses qui n'étaient pas forcément dès le départ acquises. Quitte à faire appel à un coach aussi, des fois, si on n'arrive pas à le faire soi-même. D'ailleurs, Michel Augustin, pendant 3 ans, ils ont bossé avec un coach, en communication, puis un coach plutôt développement personnel, collectif, etc. C'était payé par Réseau Entreprendre. Ce qui est d'autant plus. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce que dit Sylvain sur les déj réguliers ou le Founders Day, c'est qu'en fait, il y a une sorte de tendance très vite, dès que la boîte commence un petit peu à tourner, qu'il y a les premiers clients, qu'il y a le produit. En fait, on commence à plus trop se voir parce que notre CTO il est avec ses équipes de dev et qu'il est en train de gérer les sprints et des trucs comme ça, que le commercial il est à Paris 3 jours sur 5, etc. On se voit beaucoup moins. Donc en fait, on a beaucoup moins l'occasion de communiquer, si ce n'est par Slack ou WhatsApp ou ce que tu veux, et c'est pas de la communication, enfin, c'est du factuel, c'est du boulot. Et on n'a pas ces échanges beaucoup plus informels qui sont extrêmement importants. Il y a un truc qu'on essaie de garder et c'est dur parce que ça demande une vraie rigueur. Au même titre que tes déj du vendredi à midi, nous c'est les petits déj du vendredi matin. Et c'est dur parce que c'est-à-dire qu'il faut ne pas se prendre de rendez-vous le vendredi matin ou pas aller à Paris. Si j'ai un rendez-vous à 10h à Paris, je ne serai pas au petit déj à 8h. Donc c'est une vraie rigueur, mais c'est un impact très important. Et ça vaut si tout le monde s'impose cette même rigueur. Parce que vous aurez toujours, j'espère que vous ne l'aurez pas, mais vous pouvez toujours, vous êtes 2, 3, 4 associés, vous dites les vendredis matins, je ne prends pas de rendez-vous parce qu'il faut qu'on se voit. Alors, je mets ma main à couper que sur les 4, il y en a 2 qui vont dire « ouais, mais là, c'est exceptionnel ». Et alors là, il va falloir recadrer effectivement les choses. On en revient toujours à la même chose, c'est une relation humaine, tout ça. Et si on ne communique pas, ou si on ne communique plus, c'est terrible, mais il vaut mieux s'arrêter là. Même s'il y a des conséquences financières. Alors, on va s'arrêter là aussi, je pense, sur les témoignages, parce que je vais laisser un peu la parole aussi à la salle. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. J'avais noté encore quelques points qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais on a parlé des associés non opérationnels. On peut aussi des fois se dire, est-ce que j'associe un industriel, professionnel du secteur, un de mes partenaires historiques à mon capital pour développer l'entreprise? C'est encore une autre relation et c'est également un associé.
Donc, bon, tous ces points-là, vous pourrez les aborder avec les professionnels et les entrepreneurs qui sont là pour ceux qui le souhaitent de façon plus individuelle. Alors, sauf s'il n'y a pas de questions, on pourra reprendre les témoignages, mais d'abord, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui. Bonjour, j'ai une petite question sur la modification du pacte d'associés. Tu parlais du jour où tu t'es rencontré avec l'ensemble de tes associés. Est-ce que c'est possible de modifier le pacte par qui? Et si on est majoritaire, est-ce qu'on peut le modifier arbitrairement comme ça? Comment ça se passe? Tu peux toujours faire des avenants à ton pacte, et pour que le pacte soit valable, pour que tous les associés le signent. Donc c'est pas comme les statuts où la majorité peut prendre des décisions. Là, pour que les autres soient engagés, il faut qu'ils les signent aussi. D'où tout nouvel associé, tu fais rentrer un salarié en tant qu'associé. Si tu veux qu'ils suivent les mêmes règles que le reste des financiers de la boîte, enfin des gens qui ont des actions, il faut qu'ils signent aussi le pacte. Même s'il a 0,5%. Même s'il a 0,5%. En fait, effectivement, parce que le pacte, c'est un contrat. Un contrat, c'est l'accord de deux parties ou de plusieurs parties. Donc, à partir du moment où vous fixez des règles sur le contrat, s'il faut modifier ces règles, ce sont par toutes les parties. Petite aussi subtilité, c'est-à-dire que si jamais vous avez des actionnaires fondateurs qui ont un pacte opérationnel entre eux, vous pouvez aussi tout à fait prévoir de ne pas avoir le même pacte avec d'autres personnes, notamment un salarié. Vous pouvez créer un autre pacte exprès pour le salarié et garder votre pacte fondateur pour les porteurs fondateurs. Tout est question d'espèces, parce qu'après ça ne sert à rien de faire une usine à gaz si le support n'est pas utile. Encore une fois, le juridique ou le contrat doit être le reflet et l'allié du projet et des porteurs de projet. Okay. Monsieur, une question là. Dans le cadre d'une association à 50-50 et en cas de désaccord sur la stratégie, quid d'une tierce personne qui serait là en consultant ou en aiguillage pour départager? Non, bah c'est pas vrai. Non, c'est pas moi, surtout pas. De toute façon, s'il faut une troisième personne pour vous départager sur un sujet aussi lourd, vous allez vous séparer. Donc, je l'ai fait une fois, ça ne sert pas à grand chose, au final je me suis séparé quand même. Donc je leur ai donné à eux la main pour prendre la décision, et dire choisissez la meilleure stratégie des deux et celui que vous êtes prêt à suivre. Donc ça a aussi simplifié les relations entre nous deux, ce qui fait qu'on est resté un peu copains, même si on s'est séparés. Et pour autant, de toute façon, à la fin, tu vas te séparer. Donc il faut prévoir la sortie d'un des deux dans le cas où il y a un juge, parce que je ne crois pas au fait de travailler à 2000% comme il faut le faire dans une boîte, si ce n'est pas ta propre stratégie à laquelle tu crois. Alors, si ce n'est pas votre stratégie à laquelle vous croyez tous les deux. S'il y en a un des deux qui doit gagner, c'est pas possible. Après, par contre, on peut évoquer les sujets de comment on se sépare quand on est à 50-50 et qu'il n'y a pas une tierce personne. On peut se séparer intelligemment. Oui. Voilà, on va continuer à bosser ensemble, mais on va plus être associés, on va être partenaires. C'est jamais très intelligent à ce moment-là quand même. On peut, non, on peut. Je veux dire, il y a plein de possibilités. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la vision, elle est plus commune. Et si elle est plus commune, je partage ton avis, Sylvain, on ne pourra pas bosser longtemps ensemble. Sauf que votre boîte, elle vaut tout et rien, et que s'il n'y a qu'un des deux qui... Enfin, si on ne sait pas celui qui continue... C'est simple, quand il y en a un qui veut sortir, on peut écrire à peu près combien vaut la boîte en fonction de quelques critères objectifs. La seule chose qui est interdite dans un pacte, c'est de ne pas valoriser les actions. Vous ne pouvez pas dire ça vaut la somme que tu as mis au début. Ça peut valoir moins, ça peut valoir plus, mais ça doit évoluer avec le temps. Sinon, votre pacte est normalement pas valable. Après, il peut quand même l'accepter et le suivre. Hein. Potentiellement, s'il va avoir un juge, c'est un des seuls trucs que le juge va faire tomber. Donc, il faut valoriser les parts. Dans le cas où vous voulez tous les deux continuer la boîte, là, c'est plus chiant. Parce que qui la continue quelques clauses de valorisation qui me font marrer. Il y a le buy or sell. Je te donne 100 000, si tu me donnes plus, elle est à toi. Il y a l'enveloppe fermée. On met chacun un montant dans l'enveloppe, celui qui a mis le plus gros montant part avec la boîte et doit payer ce montant-là. Voilà, il y a pas mal de choses à imaginer autour de ça. On peut être créatif, les avocats sont assez bons sur ces idées-là. Monsieur ? Il faut que ce soit encadré. Monsieur ? C'est un peu lié, on peut empêcher un associé d'utiliser la connaissance acquise dans la start-up pour... En l'occurrence, comme un salarié, tu peux le faire. À quel niveau on peut limiter? Voilà. Comme un salarié,
C'est ça. Non, en fait, effectivement, tout ça, ça passe par du cadrage contractuel. Donc, il y a des clauses dédiées qui prévoient ces éléments-là sur le transfert de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur tout ce que tu pourrais créer en tant qu'associé ou en tant que membre d'un comité ou membre de n'importe quel autre conseil, et qui viendrait expressément préciser que tout ce qui est méthode, savoir-faire, outils, développement, etc., eh bien, sont transférés à la société au fur et à mesure d'une obtention. Alors, généralement, il n'y a pas de rémunération, puisque c'est l'associé qui participe à la valorisation de la boîte, et donc indirectement, par ces titres qu'il détient, à la valorisation de sa propre participation. Et puis ensuite, il y a une manière de rédiger ces clauses pour, le cas échéant, obtenir leur exécution forcée, si la personne ne joue pas de jeu. Là encore, c'est plus théorique que pratique, puisque lorsque quelqu'un, par exemple, divulgue une information confidentielle ou utilise une méthode qui a été acquise dans le cadre et pour le projet d'entreprise, on va peut-être plutôt essayer de trouver d'autres moyens intelligents, amiables, pour essayer de dire, bon, déjà, est-ce qu'il y a un préjudice, est-ce qu'il n'y a pas de préjudice, comment on peut le faire pour limiter la casse, et après essayer de trouver en bonne intelligence. Mais effectivement, il y a une manière de rédiger pour obtenir l'exécution forcée, et puis après, il y a des actions qui existent, que ce soit en concurrence déloyale ou en contrefaçon, lorsque là, on est sur des sites protégés, type marque ou brevet. Donc oui, ça existe. Je voudrais juste rajouter un petit truc qui me tient à cœur sur ce que disait Sylvain tout à l'heure. Quand ça va pas, justement dans l'équipe d'associés, moi, mon expérience très personnelle, et c'est ma seule boîte, j'ai 27 ans, on a monté les 24. Comment dire, il y a des bâtons sur la route tout le temps. Tout le temps. Il y en a partout, sur les produits, sur les relations commerciales, sur les investisseurs, le fric et tout, enfin, sur le fait de trouver une banque, il y en a partout. Et franchement, ce qui fait qu'on a, nous, à chaque fois réussi à passer à l'étape d'après et à avancer, mais c'est justement grâce à cette équipe. Moi, il n'y a pas un jour où je me dis j'aurais pu faire tout ça sans cette équipe-là, c'est pas son équipe, c'est sans cette équipe-là. Et donc, effectivement, quand en plus, il y a un nouveau bâton sur la route et que c'est l'équipe, ça devient dur de continuer à avancer. Ça devient vraiment très dur. Je partage complètement l'avis de Sylvain, qui est de tout faire pour s'arrêter aussi bien que possible, mais pas continuer à bosser ensemble, même avec différentes mesures. Monsieur Moi j'ai une question par rapport à l'intégration d'un associé. Donc nous on a créé une start-up, on est à 50-50 et on est un peu en mode TGV, la tête dans le guidon. Là on est en pleine levée de fonds et on veut intégrer quelqu'un d'opérationnel. Il travaille déjà pour nous chez lui le soir et disons que forcément il n'est pas passé par toutes les étapes par lesquelles on est passé. Ça fait 3 ans qu'on a créé, donc on a vraiment galéré et du coup là on va lui donner une toute petite partie du gâteau et du coup on trouve qu'il y a un problème de posture parce que on veut lui donner 5% et nous donc, comme on a 50-50 on ne sait pas trop quoi faire et il a du mal à prendre son rôle d'associé et je voudrais avoir votre retour d'expérience sur cette problématique. Alors là je ne vais pas prendre la parole parce que justement c'est nous il vient de se passer ça. Quand je parle du 4e associé, c'est ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que il y a une nouvelle personne, le directeur commercial qui est rentré au capital et il est arrivé, c'est vrai, très vite avec une volonté, une ambition d'être associé dans la boîte dès le début, mais la boîte avait déjà une certaine valo. Valo fixée par des actionnaires au moment de la première levée de fonds, on pense ce qu'on veut, en tout cas elle est là. Et donc il fallait débourser de l'argent pour acheter ces parts-là. Argent qu'il n'avait d'ailleurs pas forcément. En plus, il aurait fallu s'endetter. Et il venait de quitter un gros poste en tant que directeur commercial dans un grand groupe. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé pendant 1 an gratuitement, c'est-à-dire sans qu'on le paye. Un tout petit peu en fait, parce que du coup il avait monté une petite boîte de conseil à côté qu'on facturait pour pas avoir en plus les charges, etc. Et pendant 1 an en fait il venait tous les jours. Donc moi quand je parle de l'implication opérationnelle dans le projet, c'est là qu'on voit, c'est tous les jours il est venu pendant 1 an, sans être payé, pour avoir à la fin ces 5%. Donc c'est minoritaire aussi, mais pour avoir ces 5% au capital. Et effectivement, il s'est associé à ce moment-là. Mais il y a eu 1 an déjà où déjà on apprend à se connaître, mine de rien, en 1 an, à passer certaines étapes
compliqué parce qu'il y a eu cette étape du début, mais il y en aura d'autres. Et au bout d'un an, on voit ce qui marche pas, il est toujours là sans être payé. Bah ouais, on s'associe quoi, ego, et on est super content. Et donc voilà, nous c'est comme ça qu'on a fait le truc, et on l'a cadré dès le début, hein, c'était écrit. Hein. C'était écrit, c'était de par la valorisation de la boîte, le temps qu'il allait passer, etc. Et tel objectif de participation au capital, c'était écrit, on a suivi le plan. C'est-à-dire qu'il a été payé en industrie, en equity en fait. Il a été payé en equity, exactement. C'est pareil, ça se fait de moins en moins. Oui, disons que... C'est mal vu par l'URSSAF, par le... je sais pas quoi. Non, voilà, on rappelle que le travail dissimulé est interdit, hein. Accessoirement. Mais en fait, après, non, parce que là, à mon avis, vous avez dû compenser la créance du fait du travail par une conversion de créance en capital. Effectivement, là où il y a une distinction, c'est l'apport en industrie qui peut être un petit peu complexe parce que ça fait appel à la nécessité de désigner un commissaire qui va venir évaluer, etc. C'est pas toujours très simple quand on parle de main-d'œuvre en plus, d'esprit, parce qu'effectivement il y a des heures évaluées, donc là je pense que Florence et Leslie ont largement l'expérience et l'expertise aussi pour en parler pendant des heures et des heures. Mais effectivement, il y a peut-être aussi d'autres possibilités quand une personne a un statut type micro-entreprise ou auto-entreprise où effectivement elle cumule en fait un travail qui normalement est facturable, et puis cette facture, eh bien, parce que la société peut pas ou ne veut pas, dans le cadre d'un potentiel après intégration en tant qu'associé, il y a des outils effectivement juridiques qui permettent de convertir la créance en association et puis à ce moment-là d'appliquer une valorisation et une entrée au capital. Et puis à l'issue de ça, on a cédé parce qu'il y avait des actionnaires. Merci. Il y avait des actionnaires aussi dans le total. On a pris le choix de mettre des actionnaires de côté, et c'est juste les 3 associés. On a cédé l'équivalent de 5% et l'équité répartie entre les 3 associés pour Francis. Sylvain, on va laisser. Mais il y a encore d'autres questions. Il y a un problème sur le mot donner. Moi, c'est juste ça sur lequel je voulais réagir. Tu as dit je vais lui donner des parts. Non, on va diviser le capital comme on l'a expliqué. Oui, mais il l'a vendu. Ouais, mais il faut qu'il apporte un moment. Il faut qu'il apporte soit en euros, soit en travail équivalent qui s'est traduit en euros et qui va se convertir. Les deux, mais en fait, moi, ma question, si c'était par rapport à la posture, actuellement il a 5%, mais est-ce qu'il arrive à exister dans notre association et avoir un rôle pour apporter des idées et être vraiment un moteur, parce qu'il n'a que 5% et que il pourrait avoir 0,1 et apporter des choses, ou ne pas avoir de part et apporter des choses. Ça n'a pas... Enfin, attention de ne pas espérer qu'un collaborateur bosse plus parce qu'il a des actions. Il ne faut pas oublier quand même que c'est du capital et qu'il doit être rentabilisé par une sortie un jour, mais que ça ne veut pas dire qu'il travaillera plus au quotidien. Et encore une fois, c'est le fait de savoir qu'est-ce qu'il attend lui derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il va s'engager à fond dans ce projet. C'est peut-être pas que le capital. Lui, ce qui le motivait, ce qui le motive Francis, c'est de ne pas juste être directeur commercial, mais aussi de participer à la stratégie, au produit, à la conception, des choses comme ça. Donc il fait complètement partie prenante de tout ça parce qu'on a compris quelles étaient ses attentes. Il y a un travail en amont qui s'est d'ailleurs fait pendant toute cette année-là. On a compris ce qui serait ses leviers à lui, qui seraient différents pour une autre personne, mais où on va chercher à y répondre. Effectivement, le capital, c'est un levier. Il y en a plein d'autres. Voilà, lui, il y avait besoin de cette appartenance au projet via le capital, donc on l'a fait. Mais il y a d'autres leviers, et notamment le fait qu'il a un rôle très transverse et pas juste vertical en tant que directeur commercial. On va prendre deux autres questions, monsieur. Oui, moi j'ai une question sur les statuts, pour rebondir notamment à ce que tu disais, Sylvain. Pas la partie gravier, mais plutôt la partie où tu partages avec une dizaine d'associés que tu fais rentrer au capital. Vous avez parlé tout à l'heure des statuts SRL, SAS. J'aimerais avoir votre avis sur la question en scope. Bosser en coopérative, on l'entend de plus en plus sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que dans nos métiers là, ça peut se faire? Et sur la question de faire rentrer les salariés, voilà. Alors, ça tombe bien, parce qu'on est en plein dans ces sujets de coopérative, effectivement. La coopérative, c'est une structure qui est vraiment à part. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes critères que les sociétés commerciales. La société commerciale, c'est j'ai une équipe de fondateurs ou pas, je suis tout seul si je veux lancer le business tout seul, et j'ai un objectif de commercialité avec un cheminement qui est plus ou moins tracé. D'accord ? Dans les coopératives, on est totalement différent de cet objectif-là et qui se retranscrit sur plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on a un actionnariat multiple. On ne parle plus d'actionnaires fondateurs et dans une perspective de faire du business, parce que c'est quand même la raison pour laquelle on fait une société. On est dans une perspective de coopérativité.
Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit sous la forme de SCOP ou de SIC, c'est-à-dire coopérative ou d'intérêt économique collectif? Là, les différences entre les deux étant que la SCOP est plutôt à visée nationale et la SIC d'intérêt de territoire. On va avoir un certain nombre de catégories d'actionnaires qui va être le reflet de la coopérativité. Donc effectivement des actionnaires fondateurs, des bénéficiaires des services, des usagers, des collectivités territoriales, des collectivités publiques, des partenaires publics-privés, etc., etc. Et on va fonctionner sous le mode coopératif. Donc là, on va regrouper, mobiliser ensemble des atouts, des valeurs, des plus-values, des compétences, en vue d'un projet collaboratif avec une connotation quand même très forte d'intérêt général ou d'intérêt de territoire, pour qu'un projet puisse être mené le mieux possible. Ça se retranscrit aussi par le fait que dans les coopératives, au lieu d'avoir une répartition des votes en fonction de la participation de chacun, sous réserve de droits de vote double et droits préférentiels d'actionnaires type investisseur, on va avoir le principe de un membre égale une voix. Donc là, quelle que soit la personne qui est actionnaire dans ce type de structure, que ce soit Orange, Monsieur Tartampion ou Wagner, il y aura toujours le même principe, c'est une personne, une voix. Et puis enfin, on va avoir un troisième principe qui distingue les coopératives des sociétés commerciales, qui est le principe de ce qu'on appelle l'impartageabilité des réserves, qui fait que lorsque vous faites un résultat à la fin de votre exercice et que ce résultat est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il profite, à ce moment-là, vous avez un principe de majorité de ce résultat qui doit être mis dans les réserves de la coopérative, on est sur du 57,5%, pour que le projet coopératif puisse être mené à bien. Donc je ne dis pas que c'est complètement incompatible par rapport à un projet d'entreprise, en revanche, c'est un projet qui est très particulier, qui est très ambitieux aussi, qui est très ambitieux parce que la mise en place de départ est compliquée, et puis surtout parce que l'objectif coopératif doit vraiment transpirer du projet. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans un projet business innovant où il faut aller vite, où on a besoin de concurrence, enfin d'avance de concurrence plutôt, avec un objectif de performance. Mais dans tous les cas, et ce qu'il faut retenir à la fois sur votre question et sur les deux, sur l'ensemble des questions, c'est qu'il faut véritablement trouver du sens à votre projet, trouver du sens à votre équipe, trouver du sens à votre implication, pour ensuite éviter autant que faire se peut, parce que de toute façon ça ne sera jamais le cas, mais éviter les mauvaises surprises. Une dernière question? Pire que ça en fait, moi j'avais besoin d'1 million d'euros pour avoir les moyens de mes ambitions par rapport à Tilki. En scope, tu ne peux pas valoriser tes actions, donc tu ne peux pas faire entrer d'investisseurs. Point. Donc sur mon projet Tilki, je ne pouvais pas. Sur le projet Sido, agence de communication, vu qu'il n'y a pas de projet de faire entrer des financiers et que la valorisation de la boîte n'est pas folle, ça aurait pu s'entendre. Donc tout dépend de ton projet, c'est toujours le... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais après, on est vraiment dans la technique de la coopérative, c'est-à-dire qu'après, tu peux avoir des pondérations par les collèges de vote qui te permettent après d'avoir, par exemple, l'investisseur qui vient avec un prorata proratisé qui est distinct par rapport à ton actionnaire fondateur qui est finalement soit tes bénéficiaires, soit tes usagers, quoi, ça dépend. Bon, voyez pourquoi on n'a pas été dans un exposé technique, hein, parce que là, il faut encore plus de temps. Une dernière question, monsieur? Une question simple. En fait, on est à la phase de la levée de fonds, on va intégrer des investisseurs. Certains se proposent d'être apporteurs d'affaires. Est-ce que c'est entendable de les objectiver dans un pacte d'associés? Et est-ce que le pacte d'associés est le bon endroit pour le faire? Du technique et de l'expérience. Sur la partie plutôt on va dire juridique et stratégique, après chaque projet est propre. Hein. Donc comme ça vous joutez une réponse, ça va être forcément partial surtout, et puis peut-être trop raccourci, mais les associés, dont les investisseurs, s'ils croient à votre projet, ils rentrent dans votre structure, ils croient aussi forcément à l'équipe. Et leur vocation, quand ils rentrent en tant qu'associés, hein, c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, quelque part, bon, même si d'un point de vue investisseur, ça s'entend un petit peu moins, mais c'est la volonté de partager les bénéfices en supportant les risques et les pertes. Si un de vos investisseurs vous dit moi ça m'intéresse d'apporter des affaires, ça veut dire d'ouvrir mon réseau, mais je veux en contrepartie une commission, parce que c'est bien ce que j'ai compris, hein, d'apporteur d'affaires, ben là le sens de l'association, alors après c'est une question d'éthique et de volonté et de vision, hein, mais je trouve que le sens de l'association il est un petit peu altéré, puisque si on a un associé investisseur qui rentre dans le capital, croit et qui veut faire croître le projet, quelque part il n'a pas d'intérêt autre que celui de faire progresser le projet et qui se retranscrit derrière
sur sa propre valorisation des titres. Mais après, toutes les questions d'espèces, s'il faut le contractualiser, alors, il y a dans le pacte sur la notion d'ouverture de réseau, etc. Et puis après, de l'autre côté, vous pouvez faire un contrat séparé avec un contrat d'apport d'affaires, en bonne et due forme. Bien, un dernier point, une dernière remarque. Il n'est pas toujours obligatoire d'associer des gens. C'est pas ça qui fera qu'ils vont plus travailler, c'est pas ça qui vont se sentir plus investis dans votre projet. Il y a plein de techniques de management du quotidien, de transparence, d'ouverture de la stratégie de la boîte, d'ouverture des chiffres, qui peuvent aussi remplacer le fait qu'ils aient des actions de la boîte. N'oubliez pas que les actionnaires sont des gens qui ont mis une somme X à un début et qui veulent un multiple par rapport à ce X au début. Et c'est pas toujours le projet de vie des gens. Donc comme tu disais Vincent, ça dépend ce que les gens veulent et pourquoi ils veulent faire ça. Et pourquoi ça a du sens. Moi, chez moi, mes collaborateurs voulaient pouvoir écrire ou pouvoir dire « Je suis associé de Tilki ». C'était pour eux super important pour faire des gros rendez-vous. Et c'est plus une question de forme. Parce qu'au final, ils ont 0,1% de la boîte. Et ils n'ont pas plus accès à d'infos stratégiques qu'avant. Je consulte tous mes collaborateurs sur les grandes décisions stratégiques de la boîte. Mais ils peuvent dire je signe les AG et j'ai signé le pacte et je suis associé, j'ai des actions, vous pouvez vérifier. C'est statutaire finalement. C'est très statutaire, c'est très formel. Hein. Oui, c'est que ça finalement. Ouais, sauf que ça peut vous donner en termes de motivation, c'est. Pourquoi et quel sens de ça derrière, pour voir si c'est intéressant. Est-ce que je suis à l'aise ? Ouais. Donc bon, c'est un sujet qui est à la fois subjectif, technique. Donc on pourrait encore passer 1h30 sur ce sujet-là. Il y a plein d'exemples, plein de choses qu'on n'a pas citées. Donc je vous invite, pour ceux qui sont présents, à venir poser les questions individuellement aux intervenants. Et puis je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent le 17 mai sur plutôt la problématique commerciale qui est aussi un sujet très important parce que gros facteur d'échec quand on crée son entreprise. C'est pour ça qu'il me semble important d'intervenir sur ce sujet. Merci à tous. Merci. Non, enfin, j'hésite en fait.